Donc, nous, on est les médecins de l'espace CMP. Donc, l'espace CMP, c'est une structure de la DEPAS. Adrien Courteau, Claire Salem. Donc, on est une structure qui fait de la médecine générale et on fait aussi beaucoup du coup de diagnostic et de prise en charge du coup des IST qu'on va vous présenter brièvement ce soir. Donc, on a décidé de présenter ça de façon à comment est-ce qu'on peut le rencontrer en consultation. Donc, on va parler un petit peu des IST globalement. Puis après, comment est-ce qu'on prend en charge des patients qui se présentent avec des symptômes initialement. Et ensuite, comment est-ce qu'on dépiste en population générale, du coup, ces infections sexuellement transmissibles. Donc, un petit rappel d'abord sur les différentes IST. Donc, les infections, déjà, pour clarifier un petit peu, les infections génitales, il y en a plusieurs types. Il va y en avoir donc, qui sont sexuellement transmissibles, hein, les plus connus, donc les virales, le VIH, les hépatites, les herpès, le papillomavirus, et puis il y en a aussi des bactériennes. Donc on connaît bien le chlamydia, le gonocoque, et puis pas mal la syphilis ici. Des infections aussi parasitaires avec le trichomonas. Et puis il va y en avoir donc, des infections génitales qui ne sont pas sexuellement transmissibles. Donc la candidose et la vaginose, qui, contrairement aux premières, du coup, lorsqu'on les rencontre chez des patients, on n'est pas obligé de traiter forcément le partenaire. Ça va être la grande différence. Et puis enfin, il va y avoir des infections qui ne sont pas sexuellement transmissibles, mais qui peuvent le devenir en fonction en fait, des pratiques sexuelles, donc notamment l'hépatite C et l'hépatite A. Ça, c'est une petite diapo pour vous illustrer les différentes localisations où on peut trouver du coup ces germes, donc essentiellement au niveau génital, mais en fonction des pratiques du coup, au niveau rectal, anal et puis aussi oropharyngé. D'où l'importance de l'interrogatoire du coup qui va nous permettre de cibler les prélèvements, sachant que généralement quand on a une exposition multisite, au final on va prélever qu'à une seule localisation, très souvent au niveau génital. Donc ça, c'est un petit tableau, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, ça illustre les différentes IST et leur mode de contamination. À voir que du coup, la transmission n'est pas du tout la même en fonction déjà des germes et puis des pratiques sexuelles. Donc il y en a beaucoup, des IST qui se transmettent. Au final, c'est pas forcément la peine de toutes les chercher. Par exemple, l'herpès ou le papillomavirus, qui sont les plus fréquemment retrouvés au final, on ne les recherche pas en pratique, en tout cas nous pas du tout, puisque typiquement l'herpès on va le retrouver de façon clinique, on le traite en fonction de la clinique, et le papillomavirus on ne recherche pas l'HPV, hein. On va rechercher en effet plutôt les lésions précancéreuses, donc on le fait chez la femme sur le frottis cervico-vaginal, et puis aussi chez l'homme, notamment, essentiellement chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, on va faire des frottis du canal anal de façon assez régulière pour dépister du coup des lésions précancéreuses, mais pas l'HPV. Donc ça, c'est pour vous illustrer qu'on va surtout nous intéresser à ces quatre-là, donc les chlamydia, les gonocoques, le trichomonas et la syphilis. Ça, c'est brièvement, en termes d'épidémiologie, pour vous donner une petite idée. On est bien au-dessus de ce qu'on peut retrouver en termes de prévalence en métropole, hein, puisqu'on a des taux de positivité de chlamydia, gonocoques et de syphilis qui sont globalement d'un rapport de 3 par rapport à la métropole. Par contre, l'hépatite B et l'hépatite C sont aussi un peu au-dessus, sachant que l'hépatite B diminue parce qu'on a maintenant une vaccination qui est obligatoire depuis 1989 chez tous les enfants. Le VIH, par contre, est inférieur hein, par rapport aux chiffres qu'on peut trouver en métropole. Ça, c'est un tableau qui est un petit peu plus ancien, mais qui illustre en gros les plus hauts taux qu'on peut retrouver dans les différents départements français et puis dans les dom-tom. Et nous, on est vraiment sur les fourchettes très très hautes en Calédonie, sur les IST, si on exclut le VIH. Donc on va maintenant parler du coup des IST, enfin des patients qui vont se présenter avec des symptômes d'infection sexuellement transmissible. Donc dans un premier temps, ce qui va être important de différencier sur la clinique, ça va être l'infection génitale basse de l'infection génitale haute. Donc l'infection génitale basse chez la femme, ça va être en fait une modification des pertes hein, essentiellement, donc la quantité, la couleur, l'odeur en gros. C'est assez subjectif finalement parce qu'il y a des femmes qui vont vous décrire des choses qui changent alors que pas forcément quand vous les examinez. Et chez l'homme, ça va être une urétrite, donc des brûlures mictionnelles qui soient purulentes, donc avec un écoulement purulent ou pas du tout. L'infection génitale haute, chez la femme, il faut la rechercher donc avec la douleur pelvienne et donc une défense à l'examen clinique, avec possiblement de la fièvre.
Chez l'homme, ça va être une douleur ou une inflammation testiculaire avec de la fièvre. Toute cette présentation clinique, il faut qu'elle soit bien sûr associée à une notion de prise de risque, donc de nouveaux partenaires sexuels avec des relations sexuelles qui ne sont pas protégées, ou alors du coup un partenaire qui a du coup eu un autre partenaire. Enfin, il faut une situation quand même qui nous y fasse penser. Globalement, l'infection génitale de la femme, le but, ça va pas être de rechercher en fonction de la clinique, on a une très jolie photo, mais de la clinique, vraiment le germe qu'on va retrouver, ça va être de différencier la localisation. Donc, si on ne fait pas forcément de gynéco, on peut rechercher à l'examen clinique, si on ne veut pas en faire. Vraiment, il faut rechercher des pertes qui sont différentes. Et puis après, on va rechercher bien sûr une douleur abdominale pour l'infection génitale haute, hein, la salpingite. Si y a des personnes qui font de la gynéco, sur les différentes présentations, il va falloir chercher donc, à l'examen une cervicite. La cervicite, ça va plutôt faire penser à une infection génitale basse, hein, donc du coup plutôt chlamydia gonocoque, par rapport, s'il n'y a pas de cervicite, que c'est plutôt inflammé mais avec des pertes un peu différentes, ça peut être un peu vert, un peu gris, ça va être plutôt des vaginites ou des vaginoses. Et après, bien sûr, du coup, une douleur à la mobilisation de l'utérus ou une douleur annexielle pour aller rechercher une infection génitale haute. Chez l'homme, le tableau clinique il va être au final un petit peu plus simple souvent parce qu'ils décrivent très souvent l'urétrite, hein, la brûlure mictionnelle. On va rechercher après un écoulement, qu'il soit purulent ou non. Donc l'écoulement purulent, ça va être le gonocoque. Il n'y a que celui-ci qui va le donner. Et puis quand c'est pas purulent, ça peut être les chlamydia, voire le mycoplasme, mais qu'on recherche vraiment en seconde intention. Maintenant, il faut faire attention parce que même une urétrite qui n'est pas purulente, donc que ce soit, soit un chlamydia d'ailleurs, peut donner une orchiépididymite, donc une infection génitale haute. L'infection génitale haute, donc c'est les chlamydia ou les gonocoques. Et ça va être donc la douleur et l'inflammation testiculaire. Alors, qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on fait comme test, où on prélève et qu'est-ce qu'on prélève? Chez l'homme, on va prélever le premier jet d'urine chez l'homme qui n'a pas uriné pendant 2 heures au minimum. Et chez la femme, on va faire un prélèvement vaginal, voire un auto-prélèvement vaginal, sur lesquels on va demander des PCR pour le chlamydia, le gonocoque et le trichomonas. On a mis aussi le mycoplasme qui se recherche par PCR, mais qu'on ne fait pas en première intention. Ça se conserve au frais, donc on peut le faire facilement au cabinet si vous avez le matériel, ça peut se faire et soit on l'achemine rapidement au laboratoire ou on le conserve si on a un frigo, c'est l'avantage. On peut mettre aussi le garnéral. Alors si on veut mettre un prélèvement vaginal standard, faut faire deux écouvillons, faut 2 prélèvements, un pour les PCR et un pour le prélèvement vaginal. Quand on fait le prélèvement, bien sûr, il faut rechercher les autres IST, donc on peut rajouter les sérologies, c'est ce qu'on a mis sur cette diapo. En règle générale, on met le VIH, la syphilis, ça c'est pour tout le monde. Et après, en fonction des... Alors, les personnes qui sont nées avant 89 en Calédonie, on peut mettre l'hépatite B si elles ne sont pas vaccinées, ou des personnes qui sont nées ailleurs, qui n'auraient pas été vaccinées non plus, et on peut rajouter l'hépatite C, comme on l'a vu sur la diapo des risques de transmission, elle est plutôt liée à une transmission sanguine, donc en fonction des risques, on peut le rajouter aussi. Quand c'est asymptomatique, il y a un délai à respecter pour que le prélèvement, que ce soit le jet urinaire ou le prélèvement vaginal, il soit fiable. Il faut avoir attendu 15 jours après le dernier risque pour être sûr de le prendre en compte, ce risque. Si on le fait trop tôt, la valeur prédictive négative est pas terrible. Donc il vaut mieux attendre 15 jours quand il n'y a pas de symptômes pour faire les dépistages. On a mis aussi qu'on pouvait faire, selon les pratiques, si on risque pas de retrouver des germes au niveau génital, on peut faire des prélèvements pharyngés pour le chlamydia et le gonocoque ou anneaux. Ça, c'est ce qu'on montre aux patientes pour faire des autoprélèvements. On l'a imprimé, on leur montre, c'est pas très compliqué, hein. On met les couvillants 4 cm dans le vagin, on récupère des sécrétions vaginales et on referme.
Comment on traite? Alors, si ça c'est le traitement syndromique, donc c'est nous ce qu'on fait en général à l'espace MP quand des patients se présentent avec une symptomatologie typique et une notion de risque, on fait pas forcément de prélèvement. L'idéal ce serait de prélever pour tout le monde, que ce soit une infection génitale basse ou autre, pour documenter l'infection. Nous, on a tendance à faire des traitements syndromiques pour toutes les infections génitales basses avec un contexte à risque. C'est un traitement qui associe 3 antibiotiques, la benzatine qui cible le gonocoque. Ça c'est pour les gonocoques qui seraient locaux, on va dire, parce qu'ils sont encore sensibles à la benzatine. S'il y a une notion de voyage récent ou de partenaire qui revient de voyage, on utilise plutôt la rocéphine 500 mg. L'azithromycine, c'est pour cibler le chlamydia, et le flagile, ça cible à la fois le trichomonas, qu'on ne recherche pas nous, mais qu'on peut ajouter en ville. Nous, on ne le fait pas pour des raisons de coût, parce qu'il ne donne pas d'infection génitale, mais on peut le mettre en PCR, comme on l'a vu plus tôt. Et la vaginose chez les femmes, ça traite aussi une vaginose. S'il y a une notion de risque, mais que ce n'est pas un chlamydia ou un gonocoque, eh bien, on traitera aussi la vaginose. Pour les infections génitales hautes, alors là, il faut documenter, il faut prélever, et on va d'emblée partir sur la rocéphine. 1 gramme pour les infections génitales hautes de la femme, 500 mg pour les infections génitales hautes de l'homme. La doxycycline pour le chlamydia sur 10 jours, 100 mg 2 fois par jour, pendant 10 jours. Et le flagile chez la femme pour une infection génitale haute, pareil, sur 10 jours. On peut rajouter, nous, ce qu'on fait aussi pour les infections génitales hautes de l'homme. On ne l'a pas marqué là, mais on donne parfois le flagile en dose unique qui traite un trichomonas. Comme on ne le recherche pas, nous on le traite avec. Voilà, et si on part plutôt sur une vaginose, quelqu'un qui se présenterait, mais pour un dépistage ou une IST qui n'aurait pas de notion de risque, on traite par flagile. On peut faire des prélèvements si la personne n'a jamais fait de dépistage, on les fait, mais bon. On part plutôt sur une vaginose, du coup on traite d'emblée et puis on fait les prélèvements et on revoit les patients avec le résultat. Les traitements ciblés, c'est un peu ce qu'on vient de voir, mais c'est dans le cadre du dépistage, on a un peu mélangé les deux. Si on fait des prélèvements et qu'on traite au résultat, et donc on sait ce qu'on va traiter, on donne l'azithromycine en dose unique, 2 grammes pour le chlamydia. Le gonocoque, ça reste la benzatine, s'il n'y a pas de notion de voyage. Le trichomonas, c'est du flagile, pareil en dose unique. Et on a mis le mycoplasme, mais bon, on y pense si on a fait un traitement syndromique et que ça n'a pas fonctionné malgré les 15 jours de rapport protégé. Et on se dit, bon, ça peut être un mycoplasme. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on traite et puis on fait le prélèvement pour l'objectiver. On traite d'emblée, si ça n'a pas marché. Et enfin, la syphilis. Alors la syphilis, vous connaissez la classification précoce-tardive selon si c'est une syphilis qui a été contaminée il y a moins d'1 an ou plus d'1 an. On retrouve dans les précoces, donc de moins d'1 an, toutes les syphilis avec un chancre, c'est forcément une précoce. Et la plupart des syphilis secondaires, donc qui ont des lésions cutanées, en général c'est des précoces aussi, mais on peut en voir parfois de plus d'1 an. Voilà, les tertiaires, on n'en parle pas trop. On prescrit la sérologie, le couple VDRL-TPHA, ça vous connaissez aussi. Donc un VDRL négatif et un TPHA négatif, c'est pas de syphilis, ou alors une syphilis très très précoce, si on la voit dans les premiers jours du chancre, ça peut être négatif. Mais bon, c'est facile du coup, le chancre, il faut aller le rechercher. Si on fait de la gynéco, on peut le rechercher. Un VDRL positif et un TPHA positif, ça peut être une syphilis active ou une syphilis qui a été traitée récemment et qui est en phase de décroissance. Le TPHA positif avec un VDRL négatif, ça c'est souvent les syphilis débutantes. Quand les personnes viennent avec un chancre, on peut avoir cette sérologie-là, et ça peut aussi être une syphilis guérie. Le VDRL positif et le TPHA négatif, ça la plupart du temps c'est un faux positif du VDRL, ou alors il peut y avoir dans les syphilis débutantes, normalement le TPHA se positive avant le VDRL, mais on a vu parfois des VDRL positifs sans TPHA avec un chancre, donc ça peut. Vaut mieux chercher une cause de faux positif, on les a mises, mais il y en a d'autres. Voilà. On peut rajouter les IgM aussi. Alors ça c'est bon, on le fait pas. Nous on le met en gros, les IgM elles vont être positives pendant 2 ans après une syphilis.
On peut l'utiliser s'il y a une notion d'antériorité d'une syphilis qui a été guérie il y a plus de 2 ans et qu'on n'a pas la valeur, la cicatrice. Si on a des IgM positifs avec par exemple un VDRL faiblement positif, un TPHA positif, ça peut être un signe d'une nouvelle syphilis. Ça se traite avec la benzatine. Les syphilis précoces, on va faire une injection de benzatine. Et les syphilis tardives, 3 injections à 1 semaine d'intervalle. Avec la particularité, pendant la grossesse, les syphilis précoces, on fait 2 injections à 1 semaine d'intervalle. C'est tout, ouais. Après, donc la syphilis, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Il faut penser à faire la déclaration à la DAS et faire le suivi de la syphilis. Typiquement, on met une sérologie à M3, M6, M12 et M24, en sachant que c'est le VDRL, c'est la décroissance du VDRL qui nous dit s'il n'y a pas de recontamination et si le traitement a été efficace. Il est censé avoir été divisé par 4 à M6 et être négatif, ou en tout cas inférieur à 4, à 1 an pour une syphilis qui a été traitée, une syphilis précoce, et à M24 pour une syphilis tardive. Si le VDRL remonte, il faut chercher une recontamination. On peut en faire plein, il n'y a pas d'immunité protectrice pour la syphilis. Voilà, ça, on vous a mis ça, c'est le dépistage type, on va dire, de quelqu'un qui se présenterait sans symptômes. La PCR chlamydia et gonocoque et trichomonas sur le premier jet d'urine de l'homme ou l'autoprélèvement chez la femme. Et la sérologie VIH et syphilis, on rajoute l'hépatite B pour les situations au cas par cas. Et l'hépatite C aussi s'il y a des risques. Ça, c'est le tableau qui récapitule un peu les traitements ciblés en fonction du germe qu'on identifie, ou en fonction de la présentation clinique. Bon, on va pas le détailler, on a un petit peu abordé les différentes infections, on a mis la vaginose, la candidose, et on vous a mis aussi des numéros qui sont utiles. Ne pas hésiter à nous contacter s'il y a des cas particuliers ou pour un avis, on a mis notre numéro aussi. Ouais, je crois que c'est la fin. Ben, merci de nous accueillir. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu vous voir. Ça permet de mettre des visages sur les noms. Et il y a 2 intervenants majeurs qui ont été oubliés ce soir, à savoir le docteur Émilie Folenfant, infectiologue à l'hôpital, et Julien Collot, biologiste à l'hôpital. Mais on était tellement nombreux que voilà, je comprends le... alors, ma présentation qui a initié la réunion de ce soir est finalement la plus courte, puisque c'est en lisant, en relisant ou en me réintéressant à ces sujets-là qui concernent essentiellement le VIH, je me suis dit ça serait quand même bien qu'on en parle à nos collègues médecins généralistes. Et puis après, tout s'est greffé autour et c'est bien parce que mon sujet n'est pas très très long, vous allez voir. Donc les IST ont été traités par mes collègues de l'espace CMP. Moi, je vais vous parler d'acronymes complexes qui finalement sont assez simples quand on en a l'habitude. Le TASP, c'est le traitement comme forme de prévention. Et la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition. Ça concerne mon topo que le VIH. Et encore, j'y ai pensé après, il y a aussi le TPE, qui est le traitement post-exposition, mais qui est acquis, ça fait assez longtemps qu'on sait qu'après un rapport sexuel à risque ou volontaire ou pas, on peut bénéficier d'une trithérapie antirétrovirale. La prévention, c'est un problème complexe, multiple, qui nécessite de s'adapter au comportement des gens, à la richesse du pays dans lequel on vit, aux pratiques sexuelles. Enfin, donc tout est toujours valable. Tout ce qu'on a appris avant, tout ce qu'on va avoir ce soir, tout est valable. Il suffit de le combiner et de s'adapter aux situations qu'on rencontre. Le TASP ou Treatment as Prevention, donc le traitement comme prévention du VIH, ça part du principe que le VIH non traité et le patient VIH non traité est contagieux. Il est contagieux
pendant ces 7 à 10 années de bonne santé apparente où il n'est pas informé ou n'a pas l'idée ou n'a pas envie de faire de tests VIH. Et il est encore plus contagieux s'il est en primo-infection VIH dans les semaines qui suivent son infection, où il peut avoir une charge virale majeure et s'il a des rapports sexuels non protégés, contaminer un large nombre de partenaires. Le concept du test and treat, alors c'est validé. Il y a, je pense, 10 ans ou peut-être 15 ans, le traitement du VIH, on ne traitait pas tout le monde. On traitait sur des critères de terrain. On traitait toujours les femmes enceintes, on traitait toujours les gens âgés, on traitait toujours les gens qui avaient moins de 400 lymphocytes CD4. Depuis 15 ans maintenant, VIH, on teste, on traite tout le monde. C'est la diapo en bas là, de San Francisco est assez vieille, elle a une dizaine d'années. Ils se sont basés sur le concept de charge virale communautaire, c'est une population de gays à San Francisco. Ils ont mesuré la charge virale dans la communauté gay à risque, rapport sexuel à risque de San Francisco. Et à partir d'un jour J, ils ont traité les patients VIH+. Et ils se sont rendus compte que ça diminuait la charge virale communautaire. C'est-à-dire d'en traiter certains, ça diminuait le nombre de contaminations du groupe. Il y a une autre étude qui est une étude menée en Afrique en 2016 qui s'appelle la Partner Study, où ils ont étudié des couples sérodiscordants, où un partenaire avait le VIH et pas l'autre. Celui qui avait le VIH était traité avec charge virale indétectable et ces couples avaient des rapports sexuels non protégés, pour des raisons qui sont expliquées dans l'étude. Et ils se sont rendus compte que quand une charge virale était indétectable, il y avait 0 transmission du VIH. C'est à partir de là qu'on a validé beaucoup de choses dans le VIH. C'est à partir de là que on a prouvé que les couples sérodiscordants avec charge virale indétectable, on les autorise à avoir des rapports sexuels non protégés. Maintenant, c'est banalisé, sous réserve de rapports sexuels toujours avec le même partenaire sans infection sexuellement transmissible. Et les associations ont repris le slogan UU, Undetectable, Untransmittable, charge virale indétectable, VIH intransmissible. Et ça, c'est dans la même idée du traitement comme source de prévention du VIH. Les objectifs ambitieux OMS 2030, c'est plus de VIH, en se basant sur une notion de cascade. Donc ça, c'est la cascade française de 2013. La cascade, c'est 90, 90, 90. Si on arrive à ça dans le monde, on pourrait éradiquer le VIH. 90% des personnes VIH+ diagnostiquées, de tous les VIH inconnus. Donc, étape 1, vraiment proposer un dépistage massif, facile. L'étape 2, de ces 90%, 90% sont sous traitement. Et l'étape 3, c'est des 90% qui sont sous traitement ont une charge virale indétectable. On a essayé de faire notre cascade ici en Calédonie, puis je ne sais pas, on n'a jamais réussi. Nous, là où on pêche, c'est on pêche sur le dépistage, puisqu'on découvre des VIH, nous, au stade d'infection opportuniste, ça devrait plus être possible avec nos moyens de dépistage ici. Et une fois que les gens sont traités, il y en a peut-être, je ne sais pas, 8 à 10% qui n'atteignent pas l'indétectabilité parce qu'ils ne sont pas observants ou parce qu'on les perd de vue. La deuxième partie du topo, c'est la PrEP. C'est un autre concept un peu plus ardu à intégrer ou à accepter. C'est la prophylaxie pré-exposition. Donc ça concerne des personnes qui ne sont pas malades, qui sont exposées au VIH de par leur pratique sexuelle et qui ne se protègent pas pour des raisons variées. Ces personnes-là peuvent bénéficier d'un traitement prophylactique du VIH sous la forme d'une association qui est l'association Tenofovir plus Emtricitabine, connue sous le nom de Truvada, qui est génériquée et pas très chère. Ainsi, on peut proposer à des patients qui ont des pratiques à risque un traitement préventif pour ne pas qu'ils se contaminent.
Et ce qui m'a donné l'envie de vous en parler, c'est que c'est très peu proposé en Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à présent, du moins avant comment ça s'appelle, la pandémie virale récente, c'était uniquement les... J'avais dit, je ne dirais pas le nom, alors je ne vais pas le dire parce que c'est pénible. C'était uniquement les Cégides, donc chez nous l'espace CMP, et les infectiologues qui pouvaient prescrire cette prophylaxie pré-exposition aux personnes à risque. Et ensuite, la prescription pouvait être renouvelée par le médecin généraliste. Et depuis le bazar et la fermeture de tout un tas de structures de prévention à cause de l'épidémie, on s'est rendu compte en métropole qu'il y avait un rebond des contaminations. Et ainsi, l'autorisation de prescription à tout médecin libéral, hospitalier, quelle que soit sa spécialité, et la cible numéro 1, ce sont les médecins généralistes, a été étendue par la Haute Autorité de Santé depuis avril 2021. Donc si vous avez... enfin, on va voir, parce que ça c'est la France, mais si on a une indication de traitement, on peut mener ce traitement. La HAS a mis en ligne un protocole d'aide. Il y a aussi une formation en ligne assez pratique dont je vous donnerai la référence à la fin. Alors, c'est pas né du chapeau d'un labo, hein, ça. C'est plein d'études internationales, pour le coup. IPEX, Partner Prep, Proud, ANRS, Hypergay, des études avec une large population. Ça marche, en fait, le traitement pré-exposition. Ça diminue le nombre de contaminations par un moyen détourné de prévention, mais efficace. La prescription est possible dès la première consultation. Il faut simplement s'assurer que la personne n'a pas déjà le VIH, parce que le traitement serait suboptimal, que la fonction rénale soit à peu près correcte et qu'il n'y ait pas de symptômes évoquant une primo-infection. Sinon, il faut faire un test. Il y a deux schémas de prise. Il y a la prise à la demande. Donc, en gros, c'est les personnes qui ont un rapport sexuel à risque de temps en temps. Donc, ils prennent 3 prises, 4 comprimés. Il y a le détail, hein, si ça vous interpelle ou vous intéresse. Et l'autre, selon les pratiques sexuelles, il y a aussi possibilité de prendre le traitement en continu. 2 comprimés à la première prise, puis 1 comprimé par jour. Le suivi, il y a un suivi clinique et une biologie avant l'initiation, à 1 mois, puis tous les 3 mois. Et tous les ans, il y a des examens un peu plus poussés. Ça permet aussi de dialoguer avec son patient, qu'on suit en général pour autre chose, et de dépister les IST qui ne sont pas du tout prévenus par cette technique, bien sûr. C'est ma dernière diapo. Alors, j'ai interrogé la DAS. Alors, c'est pas interdit. Le texte d'autorisation d'initiation de PrEP par les médecins généralistes en Calédonie va pas tarder à être diffusé. Alors après, bien évidemment, si ça vous intéresse pas, si c'est pas dans votre patientèle, il faut pas se lancer dedans. Il faut adresser aux gens qui ont l'habitude de le faire. Et si par contre vous êtes intéressé, je pense qu'il faut passer par cette formation, qui est une formation gratuite en ligne, qui prend à peu près... je sais pas, une demi-journée, un jour, qui s'appelle Format PrEP, qui est une formation validante. Je crois qu'il faut la refaire tous les 3 ans pour activer ses connaissances. Je vous remercie. Bonsoir à tous, je vous remercie d'être là. Je suis très content d'être là ce soir. C'est la 4e présentation que je fais sur l'antibiorésistance, donc je viens à peu près tous les 2 ans. Et c'est la première fois que j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est bien, il était temps, hein, parce qu'à chaque fois je fais un tableau un peu noir de l'antibiorésistance. Ça s'améliore, en Calédonie en tout cas. Juste pour vous resituer un petit peu le contexte, on sait tous que l'antibiorésistance, vraiment tout le monde en parle, c'est vraiment un problème majeur. Je ne sais pas si les chiffres sont gonflés, mais on estime qu'en 2050, ce sera la première cause de mortalité avec près de 10 millions de décès. C'est vraiment une priorité de l'OMS, donc il y a énormément de plans qui ont été mis en place. En Calédonie, malheureusement, le problème il est vraiment présent. Les 2 choses sur lesquelles je vous parle depuis déjà pas mal de temps, c'est le Staphylococcus aureus, qui a vraiment explosé au niveau résistance,
Et ça, c'est un problème vraiment communautaire donc, auquel vous êtes confrontés. Et après, il y a un problème un peu plus hospitalier, c'est des BHR, bactéries hautement résistantes. C'est la petite photo en bas à gauche avec des antibiogrammes qui font peur quand on les ouvre. Donc ce soir, j'ai décidé de vous parler de trois choses, deux surtout. Donc on va commencer par le SARM, avec le nom un peu barbare que je vous ai mis là, le CC6 MRSA, cassette de type 4, fusidine PVL+. C'est le clone calédonien, c'est notre petite spécificité. Auquel je suis sûr que vous êtes confrontés très régulièrement. Après, on va parler un petit peu des BHR et juste après une petite diapo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait au niveau surveillance. Donc ça, c'est une diapo que je ressors vraiment un petit peu pour vous montrer un petit peu les généralités. Hein. Donc c'est vraiment le Staphylococcus aureus, c'est vraiment le germe qu'on rencontre en Calédonie. Hein. Il aime la chaleur, l'humidité, on le trouve de partout, les plaies, les furoncles, les abcès. Le problème, c'est que ça peut commencer par un furoncle, mais ça peut vite empirer. Il y a des infections des tissus mous et ça peut aller jusqu'à des septicémies, des pneumopathies nécrosantes. C'est vraiment un problème communautaire. Il y a 20 ans, le Staphylococcus aureus, c'était un problème nosocomial, hein, c'était à l'hôpital. Maintenant, ça a complètement changé. C'est en ville qu'on le retrouve. C'est un germe très intéressant pour les bactériologistes, beaucoup moins pour les patients, parce que c'est un germe qui est à la fois résistant et virulent. D'habitude, les bactéries, c'est soit résistantes, soit virulentes, mais pas les deux. Et notre Staphylococcus aureus, il a cette particularité d'être très virulent en Calédonie. Il a cette PVL, la leucocidine de Panton-Valentin, qui fait des dégâts énormes. Elle provoque des nécroses tissulaires et elle a entraîné pas mal de décès chez des jeunes enfants, des jeunes adultes, des cas cliniques vraiment dramatiques. Cette PVL, elle a vraiment flambé. Au début, elle était présente que chez les staphylocoques sensibles. Après, on l'a trouvée chez les SARM en 2014. Et maintenant, c'est juste énorme hein, comme chiffre. Il y a 80% des SARM qui sont porteurs de cette PVL. On a été très bon en Calédonie pendant des années. Entre 2000 et 2013, vous voyez, on était à 10-15%. Donc, on était même meilleur que la métropole. On a senti une petite augmentation du SARM 2014-2015. Et à l'époque, on a sorti ce premier guide antibio. Donc, si vous l'avez encore, ce premier guide qui était très joli, bleu, jetez-le, parce qu'il n'est plus du tout adapté. Quand on l'a fait, on ne prenait pas du tout en compte le SARM, parce on était à moins de 20% de résistance. Vous allez voir le graphe. Je l'ai déjà sorti plein de fois, ce graphe-là, mais il fait un petit peu peur. Donc, en 3-4 ans, on a vraiment flambé. On est passé de 20% de résistance à 40%. Donc, c'est vraiment une explosion du SARM en Calédonie. Et c'est un SARM, comme vous voyez sur celui-là, sur ce graphe, c'est communautaire. Donc ça, c'est les diagrammes en bleu. Donc ils ont complètement flambé. Donc c'est des gens qui viennent aux urgences avec des abcès à SARM. C'est plus du tout un problème hospitalier. Si on se compare un petit peu à la métropole, la métropole, ils sont en bleu et nous, on est en rouge. Donc le SARM, c'est pas quand on est en métropole, c'est plus du tout un problème. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment agir. Donc on a monté un beau projet de recherche qui s'appelle SARMPAC, où on a essayé, il y a 5 pays partenaires et on a récupéré avec l'aide de tous les laboratoires du territoire et des autres pays, on a récupéré toutes les souches de SARM pendant 2 périodes de 3 mois pour essayer de les étudier avec l'aide du CNR, Centre national de référence, et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait en Calédonie. Les résultats, ils sont assez parlants. Donc là, là, je vais vous montrer que les résultats de Calédonie, hein, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Donc il y a la moitié de nos SARM. C'est la partie gauche là, 53%, c'est le même clone, donc le nom barbare dont je vous ai cité. Il y a vraiment un clone qui domine en Calédonie. Ce clone, il a la particularité donc, de sécréter la PVL et d'être résistant à la fusidine. Donc si vous lisez un antibiogramme et que vous voyez que c'est un SARM fusidine résistant, vous pouvez être sûr que c'est le clone calédonien. Sur tous les SARM étudiés, il y a 83,7 de PVL, donc c'est juste énorme. Hein. En métropole, moi je voyais une PVL tous les 3 mois. Quoi. Là, j'en vois 5 par jour. Quoi. Donc c'est vraiment un truc très particulier à Calédonie. Et il y a cette résistance à la fusidine qui est aussi très particulière. En Europe, la résistance à la fusidine, c'est de 5 à 10%. Vous voyez qu'il y a il y a un truc qui s'est passé avec la fusidine en Calédonie. On a étudié un petit peu ce clone. Ce clone, on s'est dit, est-ce qu'il est vraiment sur un foyer à un endroit? En fait, il est vraiment territorial, hein, on le retrouve de partout. Hein. On a récupéré vraiment des souches de tous les laboratoires du territoire, et il est vraiment de partout. Et ce clone, on a de la chance d'avoir des gros congélos au CHT, des moins 80 énormes, sur lesquels on a plein de bactéries qui sont bien conservées. Et donc on a
dessouché pas mal de souches. Et vous voyez que ce clone, en 2013, il représentait que 2%, la petite partie en vert. Puis 40% en 2016 et presque 70% en 2019. Donc ce clone, il a vraiment émergé en 6 ans, quoi. On a fait un peu de biblio et on est tombé chez nos voisins néo-zélandais. Là, c'est la courbe qui monte qu'il faut regarder. La courbe qui monte, c'est la consommation de l'acide fusidique. Donc eux, c'est entre 2000 et 2010. Donc en gros, pour faire simple, ils ont eu la même histoire que nous, mais 10 ans avant. Donc en 2000 et 2010, ils ont consommé énormément d'acide fusidique et ils ont sélectionné un clone résistant à la fusidine. Si on étudie un petit peu plus au niveau génétique, on voit que donc là, il y a 2 gènes de résistance. Il y a le gène MECA, ça veut dire que c'est un SARM, et il y a le gène FUSC qui veut dire que c'est résistant à la fusidine. Et en fait, ces gènes-là, ils sont sur le même, on appelle ça une cassette, ils sont sur le même élément. Et en fait, quand on utilise de l'acide fusidique, forcément, on va sélectionner les souches qui sont résistantes à la fusidine, mais en même temps, on va co-sélectionner les SARM. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, en utilisant de la fusidine, on a sélectionné ce super clone. On s'est demandé, est-ce qu'on utilise tant de fusidine que ça? Moi, j'en ai utilisé le premier chez mes enfants, donc je suis pas le seul sûrement. Et on a regardé en Polynésie française, ils ont le même climat, même nombre d'habitants, et on voit qu'on consomme 2 fois plus qu'eux. Donc on a décidé d'agir, et là je remercie vraiment la DAS parce qu'ils ont été hyper réactifs. En moins de 6 mois, 1 an, on a réussi à complètement arrêter l'importation de fusidine en Calédonie. J'en discutais avec des personnes de Pasteur à Paris qui me disaient que c'était vraiment une première d'avoir interdit un antibiotique, carrément une importation d'un antibiotique sur un pays. Donc depuis le février 2021, c'est plus possible d'avoir de la fusidine en Calédonie. Donc il y en a juste qui traînent dans les vieux tiroirs de pharmacie, mais si vous en avez encore, jetez-les. Donc c'est vraiment une action très forte. Et on s'est dit qu'en diminuant l'utilisation de la fusidine, forcément on allait diminuer la pression de sélection sur ce clone. Et on espérait diminuer le pourcentage de SARM. Ce dont on a peur, et je suis sûr que ça arrive déjà, c'est que la fusidine, il ne faut plus l'utiliser, mais il y a quand même une alternative, c'est la mupirocine, qui est utilisée pour décoloniser. Donc là, on va surveiller un peu les consommations de mupirocine, mais il ne faudrait surtout pas qu'on remplace la fusidine par la mupirocine. On a beaucoup trop utilisé la fusidine pour les impétigos, mais l'idée, c'est de pas dériver et de consommer de la mupirocine à la place. Donc voilà, il y a eu cette action très forte au niveau gouvernemental, et après il y a eu toutes nos actions comme ce soir, de sensibilisation auprès des différentes spécialités. On utilise énormément d'augmentins en Calédonie. C'est sûr que c'est très large, ça marche très bien, mais c'est inefficace sur le SARM, et ça a aussi sélectionné. Donc nous, à l'hôpital par exemple, on a fait un gros travail au niveau des chirurgiens pour qu'ils mettent presque plus d'antibiotiques quand c'est des abcès assez simples, ils les lavent et ils ne traitent plus. Et on a remplacé l'augmentin par la piostacine, la dalacine ou le Bactrim. La diapo d'après. Et on est assez content de cette diapo-là. Donc, vous avez en bleu la consommation de la fusidine. Donc, depuis 3 ans, depuis 2 ans, il n'y en a quasiment plus. Et ça a diminué depuis, à force d'en parler, les gens en utilisent de moins en moins. Et vous voyez que la courbe qu'on espérait faire chuter, pour l'instant, elle chute. Donc on est très satisfait de ces résultats. Donc notre objectif, c'était de repasser sous les 20%. Le seuil critique, c'est toujours 20% pour une résistance. Donc on en est vraiment pas loin. Les stats, ils sortent, ils sont tout récents pour 2022. Donc on est vraiment sur la bonne voie. Donc il faut continuer comme ça. Donc pour retenir sur le SARM, donc le SARM, c'est vraiment communautaire. C'est vous qui êtes confrontés, c'est pas à l'hôpital. Il faut retenir que cette PVL, elle fait des dégâts et elle est présente quasiment chez tous les SARM. Qu'on a ce clone majoritaire et que la diminution de l'arrêt de la fusidine plus l'amélioration de toutes les pratiques médicales ont permis de diminuer la pression de sélection, diminuer le pourcentage de résistance, et on va devoir se remettre au boulot pour sûrement faire un nouvel antibioguide, je pense, parce que si tout se passe comme on l'espérait, on repassera sous les 20% de SARM d'ici 2024, 2 ans. Il faudra refaire un nouveau guide. Voilà pour le SARM. Pour l'instant, l'histoire est belle. Pour l'instant, elle a l'air bien de se terminer. Donc, on espère que ça va continuer comme ça. Je vais enchaîner sur un problème plus hospitalier, mais qui reflète pas mal la situation de l'antibiorésistance en Calédonie. C'est les BHR, donc bactéries hautement résistantes. Il y en a deux types.
C'est l'entérocoque Faecium résistant à la vanco et les EPC, c'est les entérobactéries protectrices de carbapénémase. C'est vraiment des niveaux de résistance vraiment extrêmes. Hein. Vous voyez, il y a un antibiogramme en bas à droite là, d'une carbapénémase. En gros, on peut pas traiter. Hein. Il y a vraiment très très peu d'antibiotiques qui restent. Et ce qui est pas mal, c'est que ce pourcentage de BHR, ça permet de voir un petit peu le niveau de maîtrise de l'antibiorésistance à l'échelle d'un pays. Donc ces bactéries hautement résistantes, le problème, c'est que ça va être des entérobactéries, des entérocoques. On en a énormément au niveau du tube digestif, plusieurs milliards, qu'on excrète tous les jours via les fesses. Et donc c'est ce qu'on appelle, c'est des germes qui sont liés au péril fécal. Il n'y a quasiment aucun antibiotique qui marche et on arrive très souvent, nous, à l'hôpital, dans des impasses thérapeutiques. C'est porté par des plasmides. Donc les plasmides, c'est des petits éléments mobiles qui vont se balader, qui vont s'échanger de bactérie en bactérie, de patient à patient. Et du coup, il y a un risque épidémique qui est vraiment énorme. Ça crée des gros problèmes à l'hôpital. Donc on a des patients qui s'infectent avec ces germes-là et quand ils s'infectent, on ne peut pas les traiter. Et ce qu'on a peur, c'est que, comme en Inde, c'est que ça diffuse en communautaire et qu'on en trouve après, malheureusement, dans les cabinets. Voilà, sur des infections urinaires très simples avec des germes très résistants. Donc nous, on dépiste beaucoup à l'hôpital pour essayer de limiter cette diffusion. Ça, c'est la situation des ERV en Europe. Donc il y a des bons pays. En gros, les bons pays, c'est ceux qui maîtrisent leur consommation antibio et d'autres moins bons. C'est toujours malheureusement l'exemple de la Grèce, Italie, Roumanie. Quand on arrive aux urgences, ils font une trithérapie pour n'importe quel germe avec des antibiotiques que nous, on utilise en dernière ligne en Calédonie. Donc ils utilisent des antibiotiques pas du tout adaptés, vraiment trop larges, et ils sélectionnent ces germes-là. En Calédonie, on a eu peur. La première souche de ERV a été détectée en 2011. Sur les 3 premières années, 2011-2013, c'était que des personnes qui revenaient des vasanes d'Australie. Et on a eu peur en 2015 parce que vous voyez, ça a vraiment flambé. On a eu des transmissions croisées à l'hôpital. La partie rouge, c'est les infections. Donc il y a des gens qui sont colonisés, c'est-à-dire qui sont porteurs au niveau du tube digestif. C'est pas très grave, mais quand on devient infecté avec ça, c'est beaucoup plus grave. Donc on a eu plus d'infections, des transmissions, et on a dû fermer. Il y a eu des fermetures de services sur l'année 2015, c'était assez catastrophique. Ces entérocoques, donc c'est pareil, c'est au niveau du tube digestif, hein, et la résistance aux entérocoques, elle est portée par ces plasmides qui diffusent, et ils sont vraiment à haut risque épidémique. Les entérocoques, c'est pas des germes très costauds comme le SARM, mais ils ont vraiment un risque épidémique. Et ce qu'on a peur, c'est que la résistance, pour traiter un SARM, il faut mettre de la vancomycine. Et la situation qu'on redoutait, c'est d'avoir à la fois du SARM et des ERV, et créer une super bactérie, c'est-à-dire un SARM résistant à la vancomycine. Et ça aurait vraiment pu se produire, hein, parce que vous voyez la courbe de SARM qui a flambé, la courbe de ERV qui avait l'air de flamber, et on avait tout ce qu'il fallait en Calédonie pour faire malheureusement une super bactérie. On y a échappé. Hein. En bas à gauche, là, il y a les pourcentages de résistance aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont 60% de SARM, 30% de ERV. Bah, ils ont fait des SARM résistants à la vanco. On y a échappé. On a pas mal bossé au cours des 10 dernières années. Donc nous, on dépiste, on a certains services sur lesquels on dépiste. Il y a des patients à risque qu'on va dépister. On a fait les guides anti-infectieux 2016-2020. On a une grosse particularité au CHT, c'est qu'on a un service de cohorting. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais tous les patients qui sont porteurs de ces BHR, ils vont dans un service dédié, avec une équipe médicale et infirmière dédiée, qui savent, qui connaissent les règles d'hygiène sur le bout des doigts, et qui justement évitent que ces bactéries diffusent dans l'hôpital et contaminent tout le monde. On a investi dans des automates de PCR pour dépister plus vite. Dès qu'il y a un patient connu porteur de cette BHR, nous, on reçoit sur notre boîte mail une alerte qui dit attention, monsieur Martin a une BHR, il a été hospitalisé en médecine interne par exemple, il faut vite le mettre dans le service de cohorting. Et donc on réadapte tout de suite pour que le patient soit bien orienté. Un gros progrès aussi, c'est que maintenant on dépiste tous les patients qui reviennent d'Australie, ils ont un dépistage avant retour des vasanes. Ça veut dire que souvent, on le sait avant qu'ils reviennent chez nous, on sait déjà qu'il est porteur de RV ou de PC. Et là, on est en train de faire un beau projet, hein, un projet territorial. On est en train de développer un logiciel, c'est une toute première, nationale, un logiciel qui va permettre de relier les 4 gros établissements, donc CHT, CHS, CHN et la clinique, pour la gestion des BHR.
Ça veut être en gros un logiciel informatique qui va interroger les différents sites pour essayer de tracer tous ces patients et d'éviter la diffusion. Et là encore, j'ai un beau petit graphe à vous montrer. Donc vous voyez, c'est assez parlant. On est aussi assez content de ces résultats. La situation qui semblait vraiment critique en 2015, elle s'est vraiment aplatie pour les ERV. Donc on n'en a quasiment plus. Hein. On a eu 4 en 2020, 4 en 2021, pas encore cette année. Et on arrive à les dépister très vite. La plupart, on les dépiste, ils sont encore en Australie. Ils vont arriver 2 jours après. On sait déjà qu'ils sont ERV. On les place au cohorting et on évite ces diffusions. Donc c'est une situation qui nous semble maîtrisée. La dernière, qui n'est pas encore maîtrisée, peut-être dans 2 ans, je reviendrai vous voir, c'est les carbapénémases. Donc les carbapénèmes, c'est une classe d'antibiotiques qui est utilisée qu'à l'hôpital. Hein, c'est un spectre très très large. Et malheureusement, dès qu'on a un nouvel antibiotique, il y a forcément une nouvelle résistance qui se crée, donc des nouveaux enzymes. Les enzymes, c'est les carbapénémases qui vont donc dégrader ces carbapénèmes. Ça a commencé en Inde, en Asie, au Maghreb. Ça, c'était il y a 10 ans, on va dire. Hein. C'est aussi porté par un plasmide, donc ça se balade. Il y a souvent des résistances associées aux quinolones, aux aminosides, et on a des souches qui sont auto-résistantes, on ne peut pas traiter. Et malheureusement, ces bactéries-là, elles ont diffusé dans l'environnement, en Inde, au Pakistan, et aussi en Calédonie. Donc les antibiogrammes, ça donne ça. Donc là, vous voyez, c'est une infection urinaire à Klebsiella pneumoniae. Il n'y a rien à traiter. Il n'y a rien pour traiter. Un peu le même graphe que tout à l'heure, pas sur les ERV, mais sur les EPC. Vous voyez que la graisse, donc ça, c'est les Klebsiella dans les hémocultures. Donc c'est juste énorme, hein. Il y a 70% de leurs Klebsiella dans les hémocultures qui sont résistantes au carbapénème, donc on ne peut pas traiter. Donc c'est juste des chiffres ahurissants. Hein. On est à 0% en Calédonie. Hein. Donc le graphe, il est pas mal, mais on ne l'a pas encore aplati complètement. La première carbapénémase, on l'a détectée en 2013. Aujourd'hui, on a recensé 154 patients qui ont été colonisés ou infectés par cette bactérie. Le problème, c'est que ces patients, ils n'ont quasiment pas voyagé. Et sur ces 154 patients, il y en a 151 qui portent le même gène, qui ont été infectés par la bactérie. Et cette bactérie porte le même gène IMP4. Vous allez voir que c'est assez important et peut-être qu'on a trouvé la piste pour essayer de comprendre pourquoi c'est présent en Calédonie. Ces EPC, ils nous ont posé des gros problèmes, un peu moins ces dernières années, mais en 2017 et en 2018, on a dû fermer des secteurs de réanimation parce que ça avait disséminé dans toute la réanimation adulte et néonatale. Et on a dû décontaminer tout le service parce qu'il y avait une dissémination en environnement. On en trouvait sur les surfaces, on en trouvait au niveau des robinets. C'était assez compliqué. Donc on a envoyé toutes ces souches à l'Institut Pasteur de Paris, au Centre national de référence d'antibiorésistance. Et on a eu les résultats il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est le même plasmide qui circule. C'est un plasmide qui se plaît en Calédonie. Comme le SARM se plaît en Calédonie, ce plasmide-là, ça fait presque 10 ans qu'il est présent. Donc le plasmide qu'on a détecté en 2013 et celui qu'on détecte en 2021, c'est exactement le même. Et il a pour origine l'Australie. Donc ils nous ont fait les cadeaux avec les ERV et ils nous ont probablement. Donc il y a probablement un patient qui a ramené ce plasmide, cette bactérie-là, il y a 9 ans. Et maintenant, ce qu'on essaye de comprendre, c'est pourquoi ce plasmide se plaît tant en Calédonie, pourquoi il persiste. On le retrouve dans l'environnement, donc ça va être l'objet des prochains mois, prochaines années de recherche pour essayer de comprendre comment on se contamine, comment il survit dans l'environnement. Une petite dernière diapo, juste pour vous montrer tout ce qu'on fait au niveau surveillance. Donc tous les ans, nous on fait des rapports. Au début, c'était l'Institut Pasteur, maintenant c'est le CHT qu'on transmet à la DAS. Donc il y a plus de 20 ans d'archives de rapports où bactérie par bactérie, on analyse la résistance pour voir ce qui se passe. On participe depuis 2018 à un réseau qui s'appelle Consores. Donc c'est la surveillance en réseau de la consommation antibiotique et de la résistance bactérienne. C'est très bien parce que ça permet de nous comparer avec les autres établissements de santé. On a participé à un congrès sur un symposium antibiorésistance en 2018. Voilà, on sort des petits graphes comme ça. Donc là, vous avez les diagrammes en vert, c'est la consommation de fluoroquinolone. Et les lignes, ça remonte un petit peu le pourcentage de résistance. Donc là, on fait ça de façon annuelle sur tous les germes pour essayer de voir un petit peu s'il y a des choses qui décrochent, qui augmentent, et ça nous permet de détecter des phénomènes épidémiques, des clones. Là, on vient de lancer un projet 17 ans de suivi d'antibiorésistance. Là, on a une étudiante qui est en master 2 épidémiologique. Et voilà, on sort des graphes comme ça. Donc là, c'est
pourcentage de résistance d'Escherichia coli au cours du temps. Donc vous voyez que Escherichia coli, depuis 2005, la résistance à l'amoxicilline, c'est à peu près 50%. Voilà, ça nous permet de suivre et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On a aussi... On est un peu mini CNR, on va dire, pour la Calédonie, c'est-à-dire que tous les laboratoires du territoire peuvent nous envoyer des souches qui leur paraissent bizarres. Et comme ils nous envoient les souches, nous on essaie de comprendre le mécanisme, de déterminer le mécanisme, et tout ça c'est pris en charge par un réseau santé publique d'AS. Voilà, ça permet de voir un petit peu ce qui circule sur le territoire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ah pardon, excusez-moi. Ok, bonsoir à tous, Émilie Folenfant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis infectiologue interniste. Je travaille dans le service de médecine interne maladies infectieuses au CHT depuis 2 ans maintenant. Et je vais vous faire un petit point donc, sur les recommandations en termes de traitement au niveau donc, surtout des bactéries. Voilà, en reprenant surtout les infections communautaires et un petit point de généralité initiale. Donc, tout d'abord, une infection. Donc, quand un patient arrive en sepsis, il faut tout de suite détecter s'il y a des facteurs qui nous font penser à des risques de surmortalité. Il y a un score qui s'appelle le Quick SOFA qui nous permet rapidement de savoir si ce patient doit aller en réanimation ou non. Donc à savoir donc les troubles des fonctions supérieures, si votre patient il est donc fébrile et un petit peu confus, également s'il est polypnique avec une fréquence respiratoire à plus de 22 par minute, et la pression artérielle donc soit inférieure à 100 mm de mercure pour la systolique, ou bien on a le choc index, je ne sais pas si vous le connaissez. Ce choc index, c'est quand en fait la pression, la fréquence cardiaque est supérieure à notre pression artérielle systémique. Et dans ces cas-là, c'est un peu les drapeaux rouges qu'il faut... On voit que notre patient est assez grave et il est en train de se choquer. Donc après, je voulais refaire un petit point. Donc c'est un peu la démarche qu'on doit avoir pour traiter une infection. Donc déjà, quand on a un patient septique, savoir d'où vient cette infection nous permettra d'utiliser une antibiothérapie probabiliste la plus adaptée possible. Donc il faut s'atteler à rechercher ce foyer infectieux. Et puis ensuite, bien connaître, donc, grâce au topo de Julien, l'épidémiologie locale et la sensibilité de ces bactéries. Et également prendre en compte le terrain du patient, donc à savoir s'il a été hospitalisé, soumis à de l'antibiothérapie préalable. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est le traitement probabiliste. Et ensuite, pour du documenté, toujours être vigilant sur notre prélèvement. Est-il correctement fait? D'où vient-il? Est-ce qu'un écouvillon sur une plaie, c'est intéressant ou pas? Enfin, voilà, il y a des prélèvements qui n'ont pas lieu d'être, et du coup, il n'y a pas d'antibiothérapie à débuter en suivant. Après, sur l'antibiotique qu'on choisira, il faut faire attention donc à la fonction rénale du patient, à son poids, pour que l'on ait un bon dosage et qu'il arrive bien au site infectieux. Donc par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le site GPR. Dans votre pratique, c'est un site où c'est gratuit sur Internet, et ce qui nous permet d'adapter nos doses d'antibiothérapie en fonction de la fonction rénale du patient. Ça, vraiment, nous, on l'utilise en systématique, et c'est bien mieux que le Vidal. Il y a les sociétés françaises savantes de néphro, d'infectiologie, qui travaillent ensemble sur ce site. Donc vraiment, je vous invite à vous connecter sur ce site, d'avoir une petite page ouverte et d'adapter vos doses. Et ensuite, donc, c'est selon les antibiotiques, vous savez, il y a les temps dépendants, donc c'est les bêta-lactamines, celles qu'on prescrit le plus en fin de compte, les macrolides, où il est important d'avoir donc l'antibiothérapie qui soit prolongée donc sur la journée. Donc essayer d'espacer le mieux possible ces prises. Donc pas forcément juste au moment des repas, mais d'essayer, par exemple, s'il y a 3 prises par jour, d'essayer que ça soit espacé de 8 heures si on le peut. Donc après, un petit point des résistances. Donc juste sur les bactéries, vous savez qu'il y a des résistances naturelles.
et les résistances acquises qui peuvent se faire de différents mécanismes que je ne vais pas développer, mais pour que vous puissiez le comprendre et adapter votre antibiothérapie en fonction. Donc c'est soit génétique, soit la modification enzymatique et les défauts de pénétration. Donc un petit point sur le staphylocoque, donc vous en avez eu un déjà sur le Staph aureus qu'on retrouve beaucoup en Nouvelle-Calédonie. C'est un coccigramme plus en amas. Il y a 90% de pénicillinase qui est retrouvé. Donc voilà, et après on peut avoir donc le SARM qu'on a maintenant aux alentours donc de 20%. Après, concernant si vous avez donc sur votre antibiogramme une résistance donc au fluoroquinolone, pour commencer à l'acide nalidixique, c'est la première fluoroquinolone qui va être touchée. Donc si jamais vous avez une résistance, il ne faudra pas utiliser sur un staphylocoque les autres fluoroquinolones, ciprofloxacine ou lévofloxacine. Et concernant les classes donc des macrolides, lorsqu'on a une souche érythro-R, il faudra éviter d'utiliser la clindamycine. Il faut donc en monothérapie également l'acide fusidique, rifampicine, fluoroquinolone sur un staph, éviter ces antibiothérapies parce qu'ils génèrent des résistances. On l'a vu donc avec l'acide fusidique. Et après sur des infections osseuses, par exemple sur matériel, vous verrez souvent sur du staph, on fera de la bithérapie avec, si on peut, s'il y a une sensibilité avec la rifampicine. Concernant le streptocoque, donc, dont le pneumocoque fait partie, et les streptocoques oraux. Juste un petit point, donc c'est coccigramme plus en chaînette, et le mécanisme de résistance, c'est la modification des PLP. Donc c'est pas une pénicillinase, donc l'augmentin n'aura aucun avantage s'il est amoxicilline R, parce que c'est pas du tout le mécanisme de résistance. Donc juste un petit point là-dessus. Les entérocoques, juste pour que vous sachiez que ça soit l'entérocoque Fécalis ou Faecium, ils sont de résistance naturelle aux céphalosporines. Ça, c'est important de le savoir également. Et pour le Fécalis, on va dire que c'est un peu le plus gentil. Il est amoxicilline sensible en général. On ne fait pas forcément d'antibiogramme. Amoxicilline résistant, il sera résistant à toutes les bêta-lactamines et du coup, il faudra utiliser des glycopeptides. Concernant les entérobactéries, vous savez, il y a des différents groupes. Ces groupes, ils sont liés aux résistances donc, naturelles. On les classe de cette manière, donc pour que vous le sachiez. Donc, le groupe 1, c'est une absence de bêta-lactamase. Le groupe 2, donc pour la Klebsiella et le citrobactère, c'est une pénicillinase de bas niveau. Le groupe 3, une céphalosporinase à bas niveau. Et le groupe 4, on a une pénicillinase plus une céphalosporinase. Donc il va y avoir des résistances naturelles en fait. Dès que vous avez l'identification, vous pouvez déjà connaître certaines résistances. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous sensibiliser sur les antibiotiques donc, qui sont critiques et qui sont particulièrement générateurs de résistance bactérienne. Sur l'impact de la flore, du microbiote. Hein. Donc c'est l'augmentin, les céphalosporines et notamment les céphalosporines orales, les fluoroquinolones. Et après, il y a des antibiotiques de dernier recours qu'il faut qu'on utilise avec parcimonie. Donc ça, c'est plutôt notre travail. Donc le daptomycine, l'inésolide. Et par rapport au gram négatif, éviter donc les pénèmes, la colistine, tigécycline, c'est vraiment en dernier recours. Et également la phosphomycine. Alors on va reprendre donc les infections communautaires point par point. Donc c'est les recommandations des infections urinaires, elles datent de la SPIF de 2017, c'est les dernières qu'on a. Donc je vous ai posé donc quelques petites questions. Donc peut-on utiliser le nitrofurane pour traiter une infection urinaire masculine? Quelqu'un peut répondre? Plutôt non, d'accord, ok. Quels sont les antibiotiques de choix dans les infections urinaires récidivantes? Ouais, j'entends donc le monuril. Oui, le Bactrim. Et on a le trimétoprime, donc c'est qu'une seule des molécules du Bactrim. Je ne sais pas si on l'a en local.
Ok. Dans quelles circonstances doit-on traiter une bactérie sans leucocyturie? Oui, tout à fait, une femme enceinte. Et après, si le patient ne peut pas donc produire des leucocytes, donc tous les immunodéprimés. Et après, il y a aussi avant un geste, pose de sonde Gigi, des choses comme ça. Sinon, il n'y a pas lieu de les traiter. Et il faut bien sûr qu'on ait des signes fonctionnels urinaires, par exemple, pour les immunodéprimés. Quelle est la durée d'un traitement pour une prostatite aiguë? 14 jours ou 3 semaines. En fait, les deux réponses sont bonnes. C'est en fonction donc, de l'antibiotique qu'on va pouvoir mettre en place. Ok. Quelle est la durée du traitement d'une pyélonéphrite aiguë simple? « 7 jours. Ouais. Ok, c'est 7 jours. Ça marche. Donc après, juste un petit point sur les définitions. Donc vous savez, il y avait les facteurs de risque de complications dans les infections urinaires. Dans les recommandations de 2017, il y a un des facteurs de partie, c'est le diabète, qui ne fait plus partie de ces facteurs de risque de complications. Les éléments de gravité, donc avec le Quixofa qu'on a vu. Et après, les facteurs de risque d'Escherichia coli, de BLSE, pardon. Donc, c'est les antécédents de colonisation, les fluoroquinolones, mais pas que, dans les moins des derniers 6 mois, l'augmentin également. Voilà, bon, je veux pas... Ok, donc on passe sur la cystite simple. Le traitement de première intention, c'est la phosphomycine trométamol en dose unique. On peut leur proposer un deuxième sachet 72 heures après, un 48-72 heures après. Le traitement de deuxième intention, ça va être la pivmécilinam pendant 5 jours. Et en troisième intention, c'est vraiment en dernier recours, les fluoroquinolones en dose unique ou bien les nitrofuranes. Vous n'hésitez pas. Hein, si... Ah non, les questions, c'est à la fin. Ok. Donc, les cystites à risque de complications. Donc, on a vu les facteurs précédemment décrits. Ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de prélever le patient, de faire un ECBU. Et si ça peut être différé, si le patient n'a pas de forte douleur, essayer d'attendre le résultat de cet ECBU pour adapter notre antibiothérapie. Donc, si on a de la chance et qu'il est amox sensible, on mettra de l'amoxicilline. Ensuite, ça sera la pivmécilinam, le nitrofurane. En 4e choix, phosphomycine, trométamol. Et en 5e, le trimétoprime, Bactrim. Donc là, la durée d'antibiothérapie, elle sera de 7 jours. Et pour ce qui est du phosphomycine, trométamol, ça sera J1, J3, J5. Alors, vous allez peut-être être confronté à des patientes qui présentent des cystites récidivantes. Ça sera au moins 4 sur 12 mois. L'interrogatoire est très important, savoir si il fait suite à des rapports sexuels, car dans ces cas-là, on peut leur proposer donc d'aller uriner juste après le rapport, bien s'hydrater, et on peut aussi, lorsque les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas, associer donc une antibiothérapie pour couvrir les rapports sexuels. Bon, ça perd un peu de spontanéité, mais bon, voilà. Donc, il y a le trimétoprime. Donc, c'est un comprimé dans les 2 heures précédentes ou suivant le rapport, et la phosphomycine, 3 grammes. Et dans les autres situations, ça sera trimétoprime donc tous les jours ou le monuril, 3 grammes tous les 7 jours. Moi, j'essaye toujours de revenir sur les mesures hygiéno-diététiques avant de débuter ces antibiothérapies prolongées, à savoir tout ce qui est port de coton, éviter tout ce qui est synthétique, vêtements serrés, de bien s'hydrater, aller uriner. Souvent, c'est des femmes, par exemple infirmières, qui ne peuvent pas se poser, qui ne vont pas uriner de la journée. Donc, essayer de travailler là-dessus. Et la canneberge, mais à bonne dose, il faut au moins 36 mg jour. Hein. Et après, tout ce qui est rechercher la sécheresse vaginale, également pour les lubrifiants et les eaux-estrogènes en application locale, ça marche bien. Pour les pyélonéphrite aiguë, donc 7 jours, on va privilégier les C3G parentérales,
Et sinon, ça sera les fluoroquinolones. Pour les infections urinaires donc masculines, qui comprennent donc également les prostatites, chez un patient polysymptomatique, on va essayer d'adapter à l'ECBU. Et comme je vous disais, donc la durée dépendra de la molécule qu'on choisit. Donc 14 jours si on utilise des fluoroquinolones, des bêta-lactamines ou du Bactrim. Et sinon, ça sera 21 jours pour les autres molécules, ou bien si on a une neuropathie sous-jacente qui est non corrigée. Ok, on passe sur les infections cutanées qui nous posent pas mal de soucis sur l'île. L'augmentin est-il un antibiotique de choix pour couvrir le Staph aureus en Nouvelle-Calédonie? Non, vous avez bien écouté Julien, parfait. Comment prendre en charge une furonculose récidivante? Oh, c'est un peu long à répondre. Du courage, oui, il en faut, en effet. Quelle est la durée de traitement d'une dermohypodermite? C'est 7 jours. Ok. Et comment prévenir les récidives de dermohypodermite? J'ai pas entendu. Du savon, ça peut aider, oui. Éradiquer les portes d'entrée, bien rechercher les portes d'entrée et les éradiquer. Puis on verra, il y a les antibiotiques aussi quand on n'y arrive pas en maîtrisant les portes d'entrée. Alors là, j'ai repris l'antibioguide, juste pour vous dire les petits points. Sur un furoncle simple, isolé, on ne met pas d'antibiotiques. Donc on va faire des soins locaux. Et par contre, donc là, vous avez les facteurs ici qui nous font mettre des antibiotiques. On va plutôt aller sur les macrolides pour l'action également anti-PVL de la clindamycine. Ça sera 5 jours. Ensuite, pour ce qui est des dermohypodermites, c'est essentiellement le streptocoque. Après, il faut quand même être vigilant en Calédonie parce qu'elles peuvent faire suite justement à des furoncles. Donc, rechercher ces furoncles. Et dans ces cas-là, on va plutôt s'orienter vers des macrolides pour toucher notre staph. Voilà, le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous en voyez quand même moins. Après, juste pour vous dire que quelquefois, nous, on commence donc en milieu hospitalier souvent par la PNIG, parce qu'on a eu un échec par traitement PEROS, qu'on le met IV au PSE, et on associe la dalacine si jamais il y a d'emblée des signes qui nous font penser au staph ou des zones de nécrose. Voilà, bon, c'est principalement ça, le reste, je ne vais pas y attarder. Donc alors, la décolonisation, c'est très important. C'est vrai que dans les avis en consultation, je vois que c'est un problème récurrent sur le territoire. Les patients qui présentent des furonculoses à répétition. Alors déjà, il faut rechercher leur mode de vie un petit peu, voir ce qu'ils font, et après proposer une décolonisation si ça n'a pas été fait. Il faut qu'elle soit bien faite. C'est important de commencer cette décolonisation quand tous les abcès sont traités, qu'on est au niveau cicatriciel, parce que sinon le patient en fait il va se recontaminer et on va être en échec constant de cette décolonisation. Donc il faut essayer de prendre la bonne fenêtre entre deux poussées de furonculose et faire cette décolonisation. Tout le monde sous le même toit doit faire cette décolonisation en même temps que le patient, sinon ça ne marche pas. On fait 7 jours consécutifs de douche antiseptique chlorhexidine, on met du Bactroban au niveau des narines et on peut même aller jusqu'à faire des bains de bouche de chlorhexidine. Donc vaut mieux le faire une bonne fois pour toutes pendant 7 jours plutôt qu'essayer de faire ça 5 fois de suite avec des furoncles, pas en même temps que sa femme. Donc souvent cette décolonisation, elle n'est pas très bien faite en fin de compte. Et c'est pour ça qu'on est sur des échecs. Après, quelquefois, il faut le rechercher tout ce qui est carence en fer, ça peut favoriser. Donc, par exemple, chez les patients végétariens, il faut y penser. Donc après, pour ce qui est des dermohypodermites, donc bien rechercher les portes d'entrée, les traiter, les intertrigaux. Et puis également, je voulais vous sensibiliser sur les lymphœdèmes ou les œdèmes des membres inférieurs chez un patient insuffisant rénal chronique ou cardiaque. Et c'est vrai que la gestion de l'œdème, ça permet d'éviter les dermohypodermites. Et quand on n'y arrive pas, il y a l'extensiline ou l'auraciline.
Alors, concernant les infections pulmonaires, il y a donc ça, c'est les recommandations de la Société française de pneumologie de 2010. On a donc les scores pour nous conduire à hospitaliser le patient ou pas, le CERB 65. Et là, donc, c'était pour revenir donc, sur les infections respiratoires, donc pneumopathie aiguë. Je voulais vite passer, parce que ça fait quand même un beau catalogue. Donc maintenant, on va sur des durées d'antibiothérapie qui sont plus courtes. Donc vous savez, c'est amoxicilline ou bien augmentin chez les patients BPCO stade 4-5. On va essayer de faire 5 jours de traitement. Duration clinique, sinon on va jusqu'à 7 jours. C'est ce qu'on fait, hein, même en hospitalier maintenant. Voilà, et puis pour les exacerbations de BPCO, ça va être 5 jours. Donc je vous rappelle, c'est l'amoxicilline sur les VEMS inférieurs à 5, enfin sur les stades de Disney 2-3, puis ensuite pour les patients plus sévères, plutôt de l'augmentin. Juste un petit mot sur le Tamiflu, parce qu'on a pas mal de grippe en ce moment, H3N2, vous devez en avoir beaucoup au cabinet. Donc juste pour vous dire qu'on a enfin le vaccin qui est arrivé. Vaccinez tous vos patients éligibles à la vaccination. Et c'est simple, ceux qui nécessitent la vaccination sont indiqués au Tamiflu dès les premiers symptômes de grippe. Il ne faut pas attendre le prélèvement nasal, le résultat du prélèvement nasal. Il faut les mettre donc sous Tamiflu. C'est 75 mg 2 fois par jour pendant 5 jours pour le curatif. Et pour les patients à risque vivant sous le même toit d'un patient ayant la grippe, on peut proposer un traitement prophylactique 75 mg jour pendant 10 jours. Ensuite, le Covid, je ne sais pas si vous en voyez encore des... Bon, on va passer rapidement, je vous ai fait juste la petite fiche. Donc ils sont oxygénorequérants, ça va être anticoagulation, corticothérapie et surtout pas d'antibiotiques en systématique, uniquement à discuter. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 88 82 20 88 82 pour discuter s'il faut introduire une antibiothérapie ou non. Alors, pour les infections ORL, c'est souvent en fait de l'amoxicilline. On va partir sur de l'augmentin au niveau ORL si on pense qu'il y a une infection à germe anaérobique ou bien sur les sinusites frontales. Il faudra penser à l'augmentin. Sinon, l'amoxicilline marche très bien parce que c'est le streptocoque. Le streptocoque, on le traite très bien avec l'amoxicilline. Et je voulais donc vous parler quand même un petit point sur le TOS rapide d'orientation diagnostique. Qui est pour ces tests diagnostiques rapides? J'ai qu'une seule main. Ah oui. Ah, pas trop. Ok. Vous connaissez le test diagnostic rapide pour les angines à... Oui? Ok. Oui, c'est ça. Donc, il y a une volonté donc, en Nouvelle-Calédonie de traiter en fait toutes les angines par amoxicilline du fait en fait du risque donc parce qu'on a un problème de rhumatisme aigu articulaire en Nouvelle-Calédonie avec une prévalence aux alentours de 2,8 pour 1000 habitants qui est augmentée à 4,6 par 1000 habitants dans la population océanienne. Donc juste après, je pense que ça se discute vraiment, parce que c'est un test diagnostic rapide qui a une très bonne sensibilité, enfin 86%, une spécificité à 95%. Donc si on suit les recommandations de l'HAS, c'est pour les enfants de moins de 3 ans, pas d'antibiotiques, plus de 3 ans, on fait un test diagnostic rapide, et ensuite on traite par amoxicilline s'il est positif. Et chez l'adulte, c'est si le score de Mac-Isaac est supérieur à 2. Donc je vous ai mis là les critères du score. Il faut savoir que le RA, il touche surtout la population océanienne. Donc je pense que ces streptos, ils ont toute leur place dans la population non océanienne. Et après, dès qu'il y a des
signes qui vous font penser quand même à un comptage, par exemple viral, il y a un comptage dans la famille, un écoulement nasal, des choses, peu d'arguments pour quelque chose de bactérien. Je pense que ces tests ont toute leur place dans ces conditions. Ça pourrait être un outil en plus dans notre prise en charge pour éviter la pression des antibiotiques en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc on a revu les infections. Ah oui, bon, j'ai un petit bug, mais c'était pour les durées d'antibiothérapie, on l'a vu. Donc on réduit de plus en plus les durées d'antibiothérapie aux alentours de 5 jours pour tout ce qui est pulmonaire et puis 7 jours pour les pyélos aigus. Ouais, ça bug un peu mon truc. Après pour les infections digestives, pareil, donc les diarrhées, ça va être 1 dose ou 3 jours selon fièvre ou si syndrome dysentérique. Et également, donc, tout ce qui est péritonite, on diminue beaucoup. Vous voyez, on passe à 3 jours sur les péritonites localisées. Sur les péritonites généralisées, on est à 4 jours. Donc, on réduit bien les durées. Donc ça, c'est la review des différentes recommandations qui a été reprise par la SPILF. Ça a été publié, je crois que c'était en mai 2021. Oui, c'est ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et là, je vous ai mis donc le guide, l'antibioclic et la SPILF. N'hésitez pas à y aller, le site est super, donc sur Internet. Bonsoir. Je vais prendre le micro. Je suis Clémentin Vigneault, je suis médecin dans le service de médecine interne aussi au CHT depuis 4 mois maintenant. Et je vais conclure cette soirée par une présentation sous forme de cas clinique sur les actualités épidémiologiques en Nouvelle-Calédonie. On commence du coup par un premier cas clinique d'un monsieur de 69 ans qui est bien comorbide, il est hypertendu, il a une cardiopathie ischémique, il a une AOMI avec une amputation de 2 orteils, diabétique de type 2 sous insuline, insuffisant rénal chronique, goutteux, SAOS appareillé, et il a fait une miliaire tuberculeuse. Un bon patient d'ici, quoi. Il prend du clopidogrel, du Lasix, du Lercan, du Ramipril, du Cardanciel, du Taor, de l'insuline et de l'allopurinol. C'est un patient qui vit en tribu, qui est autonome, il se promène, il fait son jardin, il fait sa petite vie. En décembre 2021, c'est une histoire vraie, hein. Il va consulter le matin aux urgences de Pointe-d'Imier parce qu'il a une plaie au pied qui évolue depuis 1 semaine. Ça l'a pas trop inquiété au début, mais ça l'a inquiété quand il a commencé à être très fatigué et avoir du mal à respirer depuis quelques jours. À l'arrivée aux urgences, il a une bonne tension, il est tachycarde par contre, et il est très fébrile à 40 et il désature à 91%. Il a les 2 jambes qui sont toutes rouges, chaudes, avec quelques petites bulles. En revanche, il n'y a pas de nécrose. Ils vont lui faire un bilan biologique qui va montrer une petite thrombopénie, un gros syndrome inflammatoire biologique, une insuffisance rénale aiguë sur chronique, une augmentation des BNP, et ils vont lui faire des hémocultures. Ils lui font une radio de thorax qui montre une cardiomégalie, un épaississement des îles, et donc la prise en charge initiale va consister en un traitement diurétique pour une déconvention cardiaque et un traitement antibiotique par amoxicilline pour une dermohypodermite qui n'est donc pas nécrosante. Jusque-là, tout va bien, mais très rapidement, dans la journée, le patient va se dégrader. Il va être anurique malgré des diurétiques, devenir polypnéique et présenter un tableau de choc septique et donc être transféré au Médipôle en réanimation avec nécessité de remplissage vasculaire, des amines. À l'arrivée au Médipôle, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais il y a des petites plages de nécrose qui sont apparues sur sa jambe gauche. Ils vont donc lui mettre des antibiotiques à large spectre. Rapidement, ils vont devoir, devant un choc septique réfractaire, lui amputer 1 puis 2 jambes. Et donc, les prélèvements réalisés aux urgences de Pointe-d'Imier vont revenir positifs, les hémocultures,
ainsi que les prélèvements opératoires à Vibrio vulnificus. Et le patient va 3 à 4 jours plus tard décéder. Le Vibrio vulnificus, c'est une bactérie que je ne connaissais pas avant d'arriver ici, il y a 4 mois. C'est une bactérie qui est assez proche au niveau structurel de la bactérie responsable du choléra, le Vibrio cholerae. C'est un bacille gram négatif qu'on retrouve dans l'eau salée, mais modérément salée, dans les estuaires fluviaux, les eaux côtières, et on retrouve en grosse concentration dans les coquillages. Comment elle va s'inoculer, cette bactérie? Elle va s'inoculer lors de l'exposition d'une plaie à de l'eau salée avec du vibrio dans cette eau, lors de la manipulation ou alors l'ingestion des coquillages et lors d'activités nautiques. Qu'est-ce que ça va donner sur le plan clinique? Ça va donner une cellulite qui, la plupart du temps, va être bénigne, mais dans ces cas-là, en fait, on ne va jamais documenter cette bactérie. Et les cas où on va la documenter, c'est les cas d'infection grave, et donc de fascite nécrosante et de choc septique, avec des facteurs de risque qui ont été bien identifiés de faire des infections graves, à savoir le fait d'être un homme et d'être âgé, le fait d'être insuffisant rénal chronique, diabétique, d'avoir des maladies hépatiques, l'éthylisme sans hépatopathie, ça c'est très important, et l'hémochromatose, la polyarthrite rhumatoïde, le lymphome, en gros des causes d'immunodépression assez classiques. La mortalité dans les cas de fascite nécrosante, c'est 1 cas sur 2 à peu près. Et l'amputation, c'est quasiment 80% des patients. L'antibiothérapie, c'est soit une C3G, soit de la doxycycline, soit des fluoroquinolones, jamais en monothérapie. En Calédonie, c'est entre 0 et 4 cas à peu près par an sur les 20 dernières années. Il y en a déjà eu 2 en 2022. Comment prévenir ces infections? Chez les personnes à risque, les Américains qui en ont pas mal, ils conseillent de cuire les coquillages et surtout en fait, d'éviter les baignades chez les patients à risque qui ont des plaies. Et puis, ce qu'il faut essayer d'avoir en tête, c'est dès qu'on a une dermohypodermite, en particulier chez des patients à risque, de penser à leur demander si ils se sont, depuis qu'ils ont une plaie, baignés dans de l'eau salée. Un deuxième cas clinique, un monsieur qui a 51 ans, qui est d'origine mélanésienne, qui a un petit peu moins d'antécédents que le précédent, mais il est un petit peu plus jeune. Il est hypertendu, BPC au stade 1, il a une hypertrophie bénigne de prostate, il a fait un AVP il y a de nombreuses années, avec une ostéosynthèse du rachis. Il est traité par l'Ercan et par ventoline à la demande. Il a fait ses 2 doses de vaccin, on était je crois en février. Il vit à la fois, il est très actif, il travaille au parc des Grandes Fougères, il fumait mais il est sevré depuis longtemps. Il a un IMC à 25. Il va consulter au dispensaire de la Foi mi-février de cette année. Il consulte quand il est reçu, il a des bonnes constantes. Il a un tableau évocateur plutôt de quelque chose de viral. Il a des céphalées, il tousse, il a des arthromyalgies, il a de la fièvre à 40 qui évolue juste depuis la veille. En période de pandémie Covid, il a donc un test antigénique Covid qui est positif et il rentre chez lui avec un traitement symptomatique parce qu'il n'a pas besoin d'oxygène. 3 jours plus tard, le 17, il revient le matin. Sa fille est inquiète, elle a aussi le Covid, vu qu'elle vit avec lui, mais elle n'a pas du tout les mêmes symptômes que lui. Le monsieur, il va présenter, là, au bout de 3 jours, une hématurie macroscopique et il commence à cracher avec des petites traces de sang. Il a toujours des bonnes constantes. Du coup, les médecins du dispensaire vont lui faire une ECBU devant cette hématurie et ils vont le mettre sous augmentin dans l'hypothèse d'une décompensation de sa BPCO sur sa pneumopathie Covid. Ils vont lui faire aussi un bilan biologique. Et c'est la mode, hein, tout le monde se dégrade. À midi, il allait rentrer chez lui et en fait, il fait un malaise. Donc, ils lui reprennent les constantes et il est hypotendu avec une tachycardie, donc des critères de défaillance, et une saturation à 95%.
Il est tout marbré, il est Glasgow 14, donc il est décidé de le transférer au Medipôle. Il est transféré au Medipôle, à l'arrivée il est oligurique, il est en défaillance hémodynamique, donc il va avoir droit au package, remplissage vasculaire, antibiothérapie à large spectre. Et donc la biologie qui avait été prélevée nous montre quelques petites anomalies. Il est très thrombopénique avec 15 gigas de plaquettes. Il a une hypokaliémie à 2,8, une insuffisance rénale marquée avec 350 de créatinine et un ictère avec une bilirubine à 50. Et donc en fait, ce monsieur avait une leptospirose. La leptospirose, vous en avez vu probablement beaucoup plus que moi en cumulé, mais c'est une bactérie qui est de la famille des spirochètes avec un réservoir animal, les rats, les mulots, les chiens, les chevaux, les bovins, les ovins et les porcs. Ici, c'est quand même beaucoup les rats et les porcs. La transmission est une transmission indirecte avec ces animaux qui vont relarguer dans leurs urines et dans leurs selles la bactérie, dans l'eau ou dans le sol. On se contamine soit parce qu'on a une coupure, une dermabrasion, voire même sur peau saine. Alors, est-ce qu'on peut vraiment se contaminer sur peau saine ou alors est-ce que c'est des micro-lésions qu'on ne voit pas macroscopiquement? Le sexe ratio, il est en faveur plutôt des hommes, avec en Nouvelle-Calédonie 3 cas chez des hommes pour une femme. Dans le monde, c'est un petit peu plus marqué encore le sexe ratio en faveur des hommes. L'âge moyen, c'est plutôt une maladie des gens plutôt jeunes, hein. Plutôt l'âge moyen de 40 ans, voire même un petit peu moins parfois. Le traitement de référence, c'est l'amoxicilline. Et ce qui est très important, c'est de savoir que la survie, elle est corrélée à la précocité du traitement. Et le problème de cette maladie, c'est que souvent, on la confond avec d'autres pathologies virales, voire même bactériennes, mais surtout des pathologies virales, en fait. Comment? S'il l'avait pris. Mais là, ça s'est passé 4 heures après la dégradation, en fait. Ça aurait été 3 jours après, ça aurait été surprenant, mais là, il s'est dégradé très rapidement. C'est assez fréquent, souvent, qu'ils arrivent aux urgences et que dans les 3 heures, en fait, ils devaient monter en médecine interne et finalement, ils partent en réanimation parce qu'ils se sont dégradés, malgré le traitement. Ça, c'est un organigramme qui a été développé, je sais pas si c'est nous ou si c'est la DAS qui a fait ça, mais c'est un organigramme qui est à destination vraiment du préhospitalier, des médecins généralistes, des médecins en dispensaire, qui permet, lorsqu'on a une suspicion de leptospirose, de savoir si on peut garder le patient au cabinet ou au dispensaire, ou alors s'il faut le rapprocher, si vous êtes à Ouégoua ou je ne sais où, et que vous êtes quand même très loin d'un centre avec une réanimation. Si le patient a des signes, c'est sur la partie gauche, des signes de gravité immédiats, là de toute façon, quelle que soit sa pathologie, vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez le rapprocher d'un centre avec une réanimation. Si le patient a un spiroscore positif, c'est-à-dire soit une oligurie inférieure à 1 demi-litre par 24 heures, soit une hypotension artérielle systolique inférieure à 100, soit une auscultation pulmonaire anormale, soit une hémoptysie, soit une comorbidité, il faut le rapprocher d'un centre hospitalier si vous suspectez la leptospirose. Et si aucun de ces critères n'est présent, vous pouvez débuter le traitement et par contre le surveiller dans un centre de soins le plus proche pendant au moins 6 heures, parce que c'est dans les 6 premières heures après le début du traitement qu'il peut se dégrader. Voilà. Ça, c'est un score, le score de Fenn, qui est plutôt intéressant pour savoir si on doit suspecter ou pas la leptospirose. En gros, il reprend un petit peu les signes cliniques sur la partie gauche, les données épidémiologiques, si on est en période de forte pluie ou pas. Et à droite, il reprend le diagnostic biologique. Ça, c'est un petit peu moins intéressant sur le pré-diagnostic, on va dire. Les signes cliniques, hein, c'est des signes d'infection virale, hein, la plupart, des céphalées, de la fièvre qui est souvent supérieure à 39,
des myalgies, un méningisme, une hémoptysie et un ictère. Là, c'est un diagramme qui a été fait par la DAS. Là, c'est assez récent, hein, c'est sur le début d'année 2022, où on voit bien que c'est une pathologie plutôt des hommes. Hein. Le ratio 3:1, on le retrouve sur ce diagramme. Et vraiment des hommes plutôt jeunes. Hein. Il y a quand même pas mal de cas entre 45 et 65 ans, mais au-delà de 65 ans, c'est quand même 7 cas seulement depuis le début d'année, alors qu'on a eu quand même environ presque 150 cas. Et chez les gens entre 15 et 35 ans, il y a énormément de cas. Là, c'est le nombre de cas sur l'année 2021 et sur le début d'année 2022, où on voit bien que les cas sont corrélés à l'été, en fait, aux périodes de fortes pluies. Hein. En fond, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a la pluviométrie qui est associée au nombre de cas. Donc là, ouais, depuis début 2022, on est à 120 cas documentés, en tout cas, hein, parce que probablement qu'il y a des cas qui ne sont pas documentés. Je passe assez vite sur la répartition géographique, juste pour dire qu'il y a plus de cas sur la côte est, plus dans le nord par rapport aux quantités de pluie, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur la Grande Terre, il peut y avoir des cas de leptospirose partout. Il y en a et dans le sud et sur la côte ouest. Le seul endroit où il n'y en a pas, c'est sur les îles Loyauté. Un dernier cas clinique, puis après, il va être un peu tard. Un monsieur de 50 ans qui a comme seul antécédent un AVP avec une ostéosynthèse, qui vit à Koumak, il est mécanicien, il est juste assez isolé sur le plan socio-familial. En janvier de cette année, il va consulter son médecin pour une toux et des crachats depuis 2 mois et de la fièvre qui évolue depuis 15 jours. Son médecin va le traiter par de la ciprofloxacine dans l'hypothèse d'une pneumopathie, parce qu'il avait une auscultation anormale. Mais ce monsieur qui consulte quand même très peu, hein, va revenir 4 jours après parce qu'il a toujours les mêmes symptômes et il commence à être vraiment dyspnéique au moindre effort. Et donc il est hospitalisé au centre hospitalier de Koné, où il va bénéficier assez rapidement d'un scanner parce qu'il a besoin d'oxygène. Voilà les images du scanner. Là on est quand? On est en janvier. Donc en janvier, pareil, l'hypothèse principale va être bien sûr le Covid. Et les médecins de Koné vont bien reprendre l'interrogatoire du patient qui va quand même dire qu'il a des diarrhées depuis presque 1 an et une altération de l'état général avec une perte de 8 kg. Et donc, en fait, ils vont lui faire un bilan d'immunodépression parce que c'est un monsieur qui fait une infection et qui a des bizarreries, on va dire. Et en fait, la sérologie VIH va être positive, et en fait, il va s'avérer que ce n'est pas une pneumopathie Covid qu'il a, mais c'est une pneumocystose. Et ce cas clinique très court, vraiment, l'objectif, c'est de faire penser, de sensibiliser à la sérologie VIH facile. Chez chaque patient jeune qui va faire une infection bactérienne, il faut réaliser une sérologie VIH. Chez chaque patient qui a un tableau digestif un petit peu chronique ou des lésions cutanées traînantes qu'on explique mal, il faut réaliser une sérologie VIH. Il faut être assez systématique là-dessus, toujours en discuter avec le patient, mais c'est très important parce que j'ai eu un autre cas il n'y a pas longtemps en consultation, un monsieur qui avait des diarrhées depuis 1 an, pareil, des lésions cutanées qui évoluaient de façon un peu torpide, et il avait vu, c'était en métropole, il avait vu 5 médecins différents, et le 6e médecin qu'il a vu ici lui a fait une sérologie VIH qui était positive et il avait 50 CD4. Donc il était au stade gravissime d'immunodépression et il y avait un petit peu de retard. Donc vraiment pas hésiter à faire des sérologies VIH. Et pour terminer, je vais passer assez rapidement parce qu'il est déjà tard. J'ai juste mis cette courbe du nombre de cas d'arbovirose. Là c'est la dengue en Nouvelle-Calédonie sur l'année 2021. Donc 116 cas enregistrés sur l'année 2021, avec une majorité bien sûr sur la période estivale. Et ici on a le nombre de cas confirmés de l'année 2022.
Donc un cas confirmé seulement de dengue. Quelle est la cause de cette diminution? Est-ce que c'est la pandémie Covid, la diminution des vols internationaux, ou est-ce que c'est l'introduction de la bactérie Wolbachia qui a été effectuée en juillet 2019? J'ai pas la réponse, mais en tout cas il y a quand même beaucoup moins de cas d'arbovirose. Et là j'ai juste mis le nombre de cas de tuberculose. On voit que l'incidence a nettement diminué depuis le début des années 2000 en Calédonie, mais ça reste quand même une maladie qui est quand même fréquente par rapport à la métropole ici. On a quand même 14 cas pour 100 000 habitants sur l'année 2020, donc ça fait à peu près 45 cas de tuberculose par an, si je sais pas compter, mais c'est ça. Donc c'est quand même une maladie assez fréquente ici. Et dernière diapositive, la lèpre. La lèpre, il y a beaucoup moins de cas qu'il fut un temps ici, mais il persiste quand même une incidence pour 100 000 habitants entre 3 et 10 par an, à peu près sur les dernières années, ce qui est quand même beaucoup. Et surtout, c'est une maladie qui est clairement très sous-diagnostiquée du fait de sa durée d'incubation qui est quand même très longue. Et il y a des travails de dépistage qui sont faits par la DAS et par les infectiologues pour la lèpre, mais c'est une maladie qui est encore bien présente sur le territoire. Je vous remercie pour votre attention.